Bonjour à toutes et à tous. On attend que le plus grand nombre de personnes se connectent, puisqu'a priori, vous étiez très nombreux à vous inscrire, on vous remercie. Et puis on commencera d'ici 1 à 2 minutes grand maximum. Bon, je pense qu'on va commencer et parce que l'ordre du jour est assez riche et puis, s'il y a d'autres personnes, voilà, qui sont intéressées, elles se connecteront pendant le webinaire. Donc bonjour, à toutes et à tous. Merci d'être présent à ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement que propose l'Agence du numérique en santé aux établissements de santé pour, d'une part, présenter la vague de hôpital qui est lancée officiellement depuis le 16 mai 2024 et également accompagner les établissements dans cette préparation de la vague 2 afin d'accueillir au mieux les fonctionnalités de la vague 2 à l'hôpital. Donc, sont présents à ce webinaire les membres de la task force hôpital que vous connaissez très certainement à travers Clara Morlière de la DNS, Nolwenn François et moi-même Inès Guillemaaoui. Donc la task force hôpital, hein, c'est l'équipe projet au niveau national qui est en charge de travailler sur tous les sujets Ségur qui traitent du couloir hôpital. Mais bien entendu, comme on parle effectivement de la Dreambox, on ne pouvait pas faire ce webinaire sans les experts Dreambox qui travaillent dans le cadre de la Task Force Imagerie, qui est composée de Mathieu Baja de l'ANS et de Jean-Marc Chevillet de la DNS et qui interviendront du coup au cours de ce webinaire pour vous présenter le projet Dreambox. Du coup, à l'ordre du jour, hein, on a 1h30 ensemble sur ce sujet. Et donc, à l'ordre du jour, Mathieu, si je peux te laisser passer la slide. Alors, je l'ai passé normalement. Est-ce que vous voyez ordre du jour? C'est bon? Ok, parfait. Alors de mon côté, non, mais c'est pas grave, je vais le faire de mon côté. Du coup, à l'ordre du jour, un rappel des enjeux de la vague 2 du Ségur numérique en établissement pour vraiment reposer le contexte en fait de la vague 2 et des enjeux. Une présentation de la procédure d'achat en lien avec la Dreambox. La présentation du projet Dreambox et des sujets à anticiper pour vous permettre de préparer dans les meilleures conditions l'arrivée de ce projet à l'hôpital. Et enfin, le planning des 11 vagues 2 à venir hors hôpital. Voilà l'ordre du jour. Et donc, pour commencer, sans plus attendre, on vous propose de réaliser un rappel des enjeux. Donc, vous connaissez très certainement ce schéma, mais voilà, c'est toujours essentiel hein, de se le rappeler, dans le sens où vraiment l'ambition du Ségur numérique, c'est de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels, mais également avec l'usager. Et donc ça se traduit par le fait que le patient dispose dans son profil Mon Espace Santé d'une copie numérique de ses documents de santé dans finalement ce qu'on appelle son carnet de santé électronique, et ceci pour chaque épisode de soins. Les professionnels de santé autorisés peuvent consulter les documents de santé hein, à travers la matrice d'habilitation dans le profil Mon Espace Santé de leurs patients. Les professionnels de santé sont également destinataires par messagerie sécurisée de santé des résultats des examens prescrits. Et enfin, le médecin traitant ou le correspondant reçoit par MS Santé une copie des résultats d'examen et des documents de sortie d'hospitalisation. Donc on voit bien à travers ces enjeux qu'on souhaite vraiment mettre en place une dynamique à la fois d'usage, mais également les conditions techniques qui vont vraiment permettre d'accompagner la montée en puissance de l'échange et de partage de données de santé à des fins, bien entendu, d'amélioration des parcours. Et pour obtenir quelque part cet enjeu-là, enfin pour réussir cet enjeu et cette ambition, eh bien, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de groupes de travail en mobilisant l'ensemble de l'écosystème, à la fois côté éditeur, mais également côté établissement, pour justement construire avec l'écosystème les conditions qui permettront de répondre à cette ambition du Ségur numérique. Et c'est de là que sont nées les différentes task forces thématiques.
Pour répondre à cette ambition du Ségur numérique, eh bien, les pouvoirs publics ont défini une stratégie qu'on nomme la stratégie des petits pas. C'est une stratégie en fait progressive qui finalement répond à la logique suivante. La première étape, c'était de se dire, il faut dans un premier temps doter tous les patients d'un profil Mon Espace Santé. Et donc, c'est ce qu'on a appelé en fait la stratégie de l'opt-out. Donc là, ça nous a permis quelque part d'obtenir, entre guillemets, une masse critique de patients disposant quelque part d'un profil Mon Espace Santé et donc d'un DMP ouvert. Une fois qu'on a ce contenant, il fallait bien entendu y mettre du contenu. Et ça, c'est la deuxième étape qui nous a permis d'atteindre là une masse critique de documents dans Mon Espace Santé. Et d'un point de vue technique, c'est finalement le dispositif Vague 1 auquel vous avez participé en tant qu'établissement, mais également les éditeurs, puisque cette Vague 1, elle a véritablement permis de développer des évolutions logicielles permettant aux établissements d'alimenter de manière plus simple les DMP des patients. Donc, on a le contenant, on a le contenu, et désormais, il faut faciliter l'accès à ce contenu. Et ça passe par la vague 2, qui a pour objectif de développer toujours des évolutions logicielles permettant justement de faciliter d'une part cette consultation des DMP depuis les logiciels métiers, mais également de faciliter l'intégration des documents contenus dans ces DMP ou dans la MSS dans les logiciels métiers. Donc voilà la stratégie qu'on appelle la stratégie des 3 petits pas. Et l'objet là de la vague 2 à l'hôpital, c'est vraiment de proposer des exigences qui vont permettre de faciliter en fait cette consultation depuis les dossiers patients informatisés en mobilisant les briques DPI et PFI. Et donc, ce que je viens de vous dire, c'est résumé quelque part sur la fin de la slide que vous avez à l'écran, à savoir 3 objectifs à poursuivre, que sont la facilitation de la consultation de l'information disponible dans Mon Espace Santé par les professionnels, faciliter l'intégration des documents médicaux reçus par MS Santé, mais également contenus dans le DMP, et renforcer la sécurité des systèmes d'information. Donc ça, c'est quelque chose qui est complémentaire au programme CARE. Là, il ne s'agit pas d'adresser le programme CARE, c'est quelque chose de complémentaire, puisque à travers cet enjeu, on vise vraiment la sécurité des systèmes d'information au sens dossier patient informatisé. Et sur ces 3 briques-là, on a pris acte des retours d'expérience qui font suite à la vague 1 pour intégrer dans le référentiel d'exigence minimale de la vague 2 un certain nombre d'améliorations autour des fonctionnalités clés de la vague 1 en matière d'interopérabilité et d'alimentation du DMP. Alors, pour les auditeurs qui ne seraient pas accoutumés à la notion de SONS, un petit rappel, donc le SONS est un dispositif qui veut dire système ouvert et non sélectif, qui est un dispositif par lequel l'État, les pouvoirs publics, viennent acheter une prestation de mise à jour logicielle. Et la notion de mise à jour logicielle est importante puisqu'il ne s'agit pas de payer une prestation d'acquisition d'une solution. On est vraiment dans une logique de mise à jour logicielle. Donc, cette prestation, cet achat de prestation est fait directement auprès d'un industriel dont le logiciel a été préalablement référencé auprès de l'Agence du numérique en santé à travers les guichets de référencement. Et cet achat, il est réalisé pour le compte d'un établissement de santé ou d'un professionnel de santé qui en fait la commande. Ce financement, bien entendu, il est attribué à l'industriel en contrepartie d'un certain nombre de choses qui est la réalisation effective d'une prestation dont le contenu, les conditions de réalisation et les prix sont définis réglementairement à travers un cadre qui est défini à faire un arrêté de financement et un référentiel d'exigence minimum ainsi qu'un dossier de spécification de référencement. Ce sont vraiment les documents qui cadrent réglementairement le dispositif SONS et dans lequel en fait on retrouve tous les détails du contenu, des conditions de réalisation et de prix permettant justement de justifier de cette prestation. Et les industriels sont libres de s'engager dans le dispositif, comme d'ailleurs chaque établissement ou chaque PS est libre de souscrire ou non à la mise à jour proposée par l'éditeur. Voilà pour le rappel concernant le dispositif SONS.
Je vois qu'il y a effectivement une main levée. On a prévu, je ne l'ai pas précisé en introduction du webinaire, mais on a prévu des temps de questions-réponses à l'oral au cours de ce webinaire. Et bien entendu, n'hésitez pas à mobiliser aussi le chat si vous avez des questions et si nos propos appellent des interrogations au cours du webinaire. Alors, le dispositif SONS Vague 2 à l'hôpital, de manière générale, du coup, effectivement, pour connaître finalement son contenu et mieux comprendre de quoi il s'agit, on a établi un corpus documentaire qui permet de le décrire très précisément. Et donc, vous avez les 2 liens URL sur cette slide qui vous permettront d'aller consulter le contenu des dispositifs, du dispositif Vague 2 à l'hôpital. Donc, les arrêtés de la vague 2 pour les dispositifs DPI et PFI sont publiés depuis le 16 mai 2024. Donc, vous retrouverez les arrêtés sur le portail de l'ANS. Et donc, pour venir étayer cet arrêté, on a également publié des annexes qui sont également en ligne sur le site de l'ANS à travers le référentiel d'exigences minimales qui, quelque part, recouvre de manière unitaire l'ensemble des exigences qui sont demandées aux éditeurs pour pouvoir prétendre en fait à un référencement vague 2. Autrement dit, c'est vraiment la demande des évolutions fonctionnelles demandées par les pouvoirs publics aux éditeurs pour être référencés vague 2, et c'est sur la base de ces REM qu'on demande aux éditeurs de justifier d'un certain nombre de preuves. Le dossier de spécification et de référencement, dans lequel on retrouve tout un tas de modalités d'obtention du référencement, et enfin les arrêtés de financement, dans lesquels on retrouve la description des modalités de réalisation des prestations Ségur, ainsi que l'obtention des financements. À cela s'ajoute la base des établissements éligibles établie sur l'activité combinée 2022, que vous connaissez très certainement parce que c'est une base qu'on a aussi l'habitude d'utiliser dans le cadre des programmes de financement à l'usage. Donc là, par exemple, contrairement à la base utilisée pour SUNES, on l'a mis à jour et donc là, on prend en compte l'activité combinée 2022, là où précédemment, la base, par exemple, SUNES était établie sur l'activité combinée 2019. Et donc, dans cette base, vous retrouverez la liste des établissements éligibles au dispositif SONS, classés par FINES PMSI, activité combinée et montant maximum des prestations Ségur. Vous avez également sur le portail industriel, donc qui est quelque part la porte d'entrée plutôt d'un point de vue industriel sur le site de l'ANS, vous avez des pages dédiées aux dispositifs DPI Vague 2 et PFI Vague 2, dans lesquelles vous retrouverez également tout un tas de documents utiles et notamment en lien avec les exigences Dreambox, notamment un document de présentation des exigences DPI et PFI liées à la Dreambox. En termes calendaires, ce dispositif SONS Vague 2, comme je vous le disais, il a été officiellement lancé le 16 mai 2024. Et donc, les éditeurs ont jusqu'à mi-2025 pour procéder à leurs évolutions logicielles et au référencement des solutions par l'ANS. Fin février 2024 et 2025, là, on ouvrira les commandes par les établissements de santé. Et en termes quelque part de déploiement en tant qu'établissement de santé, ce qui vous intéresse aussi, c'est de savoir quand est-ce que concrètement ces fonctionnalités elles pourront être mises en place dans vos établissements respectifs. Eh bien, on pense, même si ce n'est pas une science exacte, mais on pense qu'en tout cas là, les éditeurs vont être vraiment pas mal occupés pour procéder aux travaux permettant les évolutions logicielles demandées. Et donc, en termes de déploiement, on pourra voir les premiers déploiements opérés en établissement à partir du premier trimestre 2025 jusqu'à mi-2026. Voilà. Et ça, après, ça dépendra effectivement des éditeurs, mais également de la disponibilité des établissements pour réaliser ces déploiements. Alors, sans rentrer dans le détail, il nous semblait quand même important de remettre en perspective les grands enjeux fonctionnels adressés par la vague 2 avant de rentrer plus en détail sur la partie Dreambox. Donc, on aborde dans les REM les objectifs d'évolution en lien avec les briques suivantes. L'alimentation de mon espace santé,
la consultation de l'espace documentaire de Mon Espace Santé, autrement appelé aussi DMP, l'authentification des professionnels de santé, avec notamment le sujet ProSanté Connect, la sécurité des systèmes d'information, la gestion et le partage des documents, la gestion de la messagerie sécurisée de santé, et comme je vous le disais en introduction, on a également une brique autour de l'amélioration des fonctionnalités de la vague 1. Si on fait le focus un petit peu plus sur la partie Dreambox, eh bien, on a introduit un certain nombre d'exigences sur la Dreambox rattachées au REM, DPI et PFI. Donc sur la partie PFI, plutôt une exigence d'ordre sur la partie interopérabilité, notamment avec le sujet de l'intégration d'un certain nombre de métadonnées liées à l'imagerie. Et sur la partie consultation de l'espace documentaire, on a là intégré 2 exigences DPI dans l'objectif, en fait, c'est de permettre aux professionnels d'aller regarder les images médicales depuis un lien présent dans les comptes rendus d'imagerie qui sont contenus dans le DMP. Et ceci par appel contextuel à la Dreambox directement depuis le DPI. Donc voilà, je crois qu'on en a 4 au total exigences dans le cadre du dispositif SONS Vague 2 hôpital sur la Dreambox, donc 2 rattachées au REM DPI et 2 rattachées au REM PFI, pardon 3 et la 3e rattachée au REM PFI. Voilà, et ça Mathieu vous le spécifiera plus précisément. Et donc, pour finir, et après je laisserai la parole aux experts Dreambox, on souhaitait vous mettre en lumière et puis un point d'attention sur le fait qu'effectivement, même si les fonctionnalités, elles ne seront pas concrètement déployées demain, si je puis dire, il faut en fait capitaliser sur ce temps-là pour se préparer collectivement à l'arrivée de ces fonctionnalités, puisque la vague 2, en fait, elle va engager un certain nombre de changements organisationnels. Et ces changements organisationnels, il faut pouvoir les anticiper et les anticiper directement par les établissements, puisqu'il y a des choses qui ne seront pas directement de l'ordre des éditeurs, mais bien une préparation côté établissement anticipée. Et donc, on aura des chantiers techniques, des chantiers organisationnels et des travaux autour de l'information et de la montée en compétences, non seulement sur le contenu de la vague 2, mais également sur, plus globalement, mon espace santé auprès des usagers et des professionnels de santé. Et donc, le dispositif d'accompagnement de l'ANS vise vraiment à vous accompagner en avance de phase sur tous ces chantiers pour vous permettre de préparer dans les meilleures conditions l'arrivée des fonctionnalités de la vague 2 à l'hôpital. Donc voilà, donc vous avez certainement vu sur le site de l'ANS qu'on propose tout un tas de webinaires, à la fois des webinaires généralistes pour proposer du coup une information, on va dire macro et globale sur le contenu de la vague 2, mais il nous paraissait hyper important en parallèle de vous proposer en fait des focus thématiques sur justement ces chantiers qu'il faudra préparer en avance de phase à l'hôpital. Et le webinaire Dreambox fait partie en fait de la famille de ces webinaires thématiques qu'on souhaitait vous proposer. Et donc, si je passe à la dernière slide de mon intervention, sur les prochaines dates de webinaires à réserver. Donc voilà, on vous a mis la liste des webinaires sur lesquels il faudrait que vous ayez un point d'attention et pour lequel il nous semble important que vous puissiez participer et qui s'inscrivent vraiment dans cette logique de préparation. Donc, le replay du webinaire présentation de la vague 2 à l'hôpital qu'on avait réalisé avec Clara et Nolwenn, il me semble, le 23 avril dernier, pour lesquels le replay est disponible. Donc voilà, c'est, on va dire, une sorte de webinaire chapeau, entrée en matière. Donc, on vous invite à le regarder. Et ensuite, on rentre logiquement dans des webinaires thématiques pour adresser justement les chantiers de préparation dits un petit peu critiques. Donc le 27 juin, donc c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Le 4 juillet à 14 h, on aura un webinaire thématique sur la brique DMP et on traitera notamment du fameux sujet mode R simplifié, qui est finalement le mode à partir duquel on consultera à l'hôpital le DMP depuis les dossiers patients informatisés. Le 9 juillet, nous aurons un retour d'expérience intermédiaire d'une expérimentation en cours sur la consultation des documents de santé en établissement de santé, et donc des REX qui porteront plutôt sur quelque part
un bilan organisationnel de la consultation des documents de santé en ES dans mon espace santé depuis le web PSDMP, puisque les fonctionnalités VAC 2 ne sont pas encore déployées. Le 12 juillet, un webinaire autour de la réception de documents par messagerie sécurisée de santé, où là, on visera vraiment d'anticiper l'organisation des services, le choix des boîtes aux lettres, notamment messagerie sécurisée de santé à implémenter. Voilà, et Clara me dit que je parle trop, donc je vais laisser la parole à Jean-Marc pour la suite du webinaire. Bonjour à toutes et à tous et merci à l'équipe hôpital d'avoir organisé ce webinaire. Donc Jean-Marc Chevillier, c'est moi qui suis en charge de toute la partie imagerie à la DNS et donc qui vais avant tout vous parler déjà de la procédure d'achat, un tout petit point administratif, en fait en réponse à beaucoup de questions qu'on a eues. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet avec Mathieu sur les aspects techniques, on ne voulait pas vous laisser plus longtemps sans réponse. Donc, je vais vous parler à la fois de la procédure d'achat et aussi de l'interaction avec les plateformes régionales, puisque là aussi, on a beaucoup de questionnements. Du coup, je veux bien la slide suivante. Donc, sur cette approche régionale dont je vous parlais il y a quelques instants, effectivement, on a aujourd'hui des initiatives en région, des plateformes de qualité, avec quand même quelque chose de très hétérogène. Voilà, mais en tout cas, notre souhait est bien de tenir compte de ces plateformes et surtout de s'appuyer sur ce qui a marché, de s'appuyer sur les usages. Et ce qui est bien, c'est que les initiatives régionales nous ont contactés, nous ont consultés. Et depuis 2 ans, on a entamé un vrai travail de co-construction avec ces plateformes régionales. Donc, elles sont complètement embarquées dans l'initiative Dreambox. On n'est pas du tout en contradiction et encore moins en opposition. On est vraiment dans une logique de complémentarité. Voilà, donc pour les établissements qui s'interrogent mais en fait, est-ce qu'il faut que je prenne la Dreambox ou est-ce qu'il faut que je continue à travailler avec la région? Je dirais quelque part les deux. Les deux et les Dreambox ont vocation à s'intégrer dans le prolongement de ce qui a été fait dans les régions. Du coup, déjà sur la partie achat, pour acheter une Dreambox, pour être financée par l'État, il faut être équipé d'un RIS-VAC 2. Voilà. Donc, par construction, ce sont les établissements qui sont éligibles au financement. Les régions, en tant que telles, ne sont pas des plateaux de radio, n'ont pas de RIS et donc ne sont pas financés par l'État. Par contre, rien n'empêche d'acheter des Dreambox en propre pour développer des services. Mais en tout cas, sur la partie éligibilité sur l'appel à financement, il n'y a que les établissements privés publics, bien entendu. Aujourd'hui, on est sur le public, donc je vous parlerai d'établissements publics. Par contre, les régions, et je les remercie pour le temps et l'énergie qu'elles mettent sur ce sujet, peuvent accompagner les établissements dans leur choix et dans le déploiement. Vous allez le voir après avec Mathieu, c'est pas très simple. Voilà, on s'est appuyé sur des normes, on a essayé d'être, on va dire, le plus généraliste possible. Pour autant, le projet qui est quand même novateur en lui-même, en termes d'intégration et d'urbanisation, il n'est pas très simple. Il y a des petits établissements qui auront certainement besoin d'un coup de main. Donc là, les régions seront là pour vous aider. Et pour les régions qui sont très avancées, il y en a quelques-unes en France qui ont déjà développé des offres de services type téléradiologie, antériorité, quelques circuits de prise en charge, des RCP, etc. En fait, les Dreambox vont venir s'intégrer en complément et il y a des régions qui vont préconiser des Dreambox pour proposer des offres de services complémentaires sur ces Dreambox. Voilà. Donc nous, l'État, on va arriver pour payer le socle, la Dreambox, la même que tout le monde, et certaines régions, s'appropriant ces mécanismes, vont proposer des services supplémentaires au service des organisations de soins. Voilà. En tout cas, avec cette implication des régions qu'on salue, il va être possible de capitaliser sur 10 voire 15 ans d'histoire parfois dans certaines régions autour de l'imagerie pour accélérer au service des patients et des professionnels de santé. Voilà sur l'approche régionale. Du coup, sur la procédure d'achat en elle-même, là aussi, on a eu beaucoup de questions. Est-ce qu'il va falloir faire un marché public? Puisque sur la partie DPI, sur la partie PFI, on était sur des mises à jour. Donc, on partait d'un dispositif existant. Et donc là, on ne va pas payer une mise à jour, on va financer une installation complète. Et quand on parle d'installation complète, on va aussi financer l'infrastructure. En dehors du réseau, bien entendu, parce que c'est à chaque établissement de voir ses besoins par rapport à ça. Mais autant sur la partie VAG 1 et même VAG 2,
hôpital, il n'y avait pas d'infrastructure embarquée, parce que le cas général, c'était il y a de l'infrastructure, on finance une mise à jour logicielle. Là, le cas général, ça peut être, en fait, il n'y a pas d'infrastructure, on arrive avec un nouveau dispositif, donc on embarque l'infra. Et puis après, on est dans quelque chose d'assez classique, où on va donc accompagner la mise en place, la licence logicielle, la maintenance pendant 3 ans, l'installation, la formation, etc., pour avoir un service clé en main. Tout ça, bien entendu, a un coût. Et donc, comme il va y avoir des nouvelles acquisitions, se pose la question de l'achat. On a travaillé sur l'aspect juridique. On est allé assez loin là-dessus et on a sollicité les différentes équipes dans les différents ministères pour arriver à la conclusion que la Dreambox a un caractère innovant au sens des marchés publics. Et donc, ce qui fait qu'il y a des seuils qui sont plus hauts que sur des marchés classiques, qui sont à 100 000 euros. Et même sur la tranche la plus haute, en fait, on sera au-dessous de ces 100 000 euros. Ce qui va permettre à tous les établissements d'acheter dans le strict respect de la commande publique, des règles de la commande publique, sans publicité ni mise en concurrence. Voilà, c'était important pour nous et pour vous aussi, établissement, pour pouvoir aller vite, de ne pas avoir trop de contraintes administratives. Et on a trouvé ce mécanisme-là pour vous permettre d'y aller simplement et rapidement. S'était posé la question aussi, j'avais travaillé avec quelques centrales d'achat pour voir sur du référencement type UGA, Presa et autres, mais en fait on n'est pas allé au bout de la logique puisque comme on a réussi à basculer sur cette mécanique d'achat innovant, de dispositifs innovants, on n'a pas eu besoin finalement de faire de référencement auprès des centrales d'achat. Voilà, encore une fois, pour répondre à plein de questions qui nous avaient été déjà posées sans attendre, et puis du coup je vais passer la parole à Mathieu, sauf s'il y a des questions Oui, on sur... avait prévu Oui, peut-être, Jean-Marc, voilà, juste avant de passer à la ouais, présentation du projet Dreambox, on avait prévu un temps de questions-réponses à ce moment-là de la présentation. Alors, je regarde un petit peu les questions dans le chat. Donc là, c'était plutôt des questions d'ordre logistique. Donc oui, bien entendu, hein, Clara vous a répondu, mais ce support sera mis en ligne sur le site de l'ANS et d'ailleurs, le webinaire fera l'objet d'un replay qui sera publié également sur le site de l'ANS. On me dit que le webinaire du 4 juillet sur les consultations MES n'est pas présent dans l'agenda de l'ANS. Il me semble que oui, mais je vais, Gaëtan, je vais aller regarder. S'il n'est pas présent, c'est une erreur, mais il me semble qu'il est bien publié sur la page ANS. Je vais regarder en parallèle pour vous confirmer. Et puis, on avait une main levée. oui, Alors, du de coup, Guillaume Audin. oui. Donc, Monsieur Audin, vous pouvez ouvrir votre micro si vous souhaitez poser votre question. Après, la main date un Ouais. petit peu, puisque c'était Ouais, elle le était tout d'avant. début. Donc, Ouais. peut-être, s'il n'y a pas de questions en avance, on les répondra Parfait. S'il n'y a pas de questions, en tout l'autre cas, Ok. moment. ouais, sous l'angle purement administratif qu'on voulait aborder dès le début, Mm. finalement, pour vous mettre en appétit sur la partie technique et fonctionnelle, on peut passer à la suite et je laisse la parole à Mathieu, donc qui pilote côté ANS. Merci Jean-Marc. Donc, bonjour à tous. Je me présente, je suis Mathieu Baja, je suis expert interopérabilité à l'ANS. Je suis en charge du coup de la conception de ce projet Dreambox. Je vous ai préparé du coup une petite présentation avec un ordre du jour. On va tout de suite attaquer du coup sur le projet Dream et son origine et essayer du coup de vous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette Dreambox et les cas d'usage sur lesquels qu'on va adresser ensuite. Je vous partagerai également un zoom sur la partie appel contextuel, c'est-à-dire un lien fort qui sera entre le DPI et la Dreambox. Et ensuite, j'introduirai également un nouveau concept qu'on amène avec la Dreambox, qui est l'espace de confiance. Et enfin, je vous partagerai un certain nombre de prérequis qu'il faudra du coup préparer pour permettre le bon accueil de cette Dreambox dans vos établissements. Alors, tout d'abord, le projet Dream. Alors, pourquoi Dream Dream, finalement, ça résulte d'un partenariat entre les radiologues et les pouvoirs publics. C'est les radiologues qui ont amené ce mot Dream. Dream, finalement, c'est le futur réseau de maillage des Dreambox qui va consister du coup à faire du partage d'images. Donc la Dreambox, finalement, c'est le logiciel. C'est un logiciel qui va se plugger sur le PACS du radiologue. Et Dream, c'est le nom finalement du maillage qui englobe toutes ces Dreambox qui seront déployées sur le territoire. On s'attend à avoir plusieurs centaines de Dreambox
qui seront déployés. Donc la Dreambox, elle va bien sûr se connecter au PACS du radiologue. Donc elle va agir finalement comme une sorte de passerelle. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que les images produites par le radiologue, elles vont rester à leur place, à leur origine, donc au niveau du PACS. Et la Dreambox, ce qu'elle va faire, elle va construire ce qu'on appelle un pointeur. En jargon technique, c'est un manifeste COS. Donc, c'est un pointeur qui va référencer l'examen d'imagerie. Ce pointeur, il va être poussé sur le DMP qui va agir comme un rôle de registre, qui va référencer du coup tous les pointeurs produits par toutes les Dreambox. Et ce DMP, finalement, il va être maintenu par les pouvoirs publics et du coup fera office de registre. La Dreambox, du coup, va produire ce pointeur. Derrière, donc, du coup, il y a le DMP. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les cas, les examens restent sur le PACS. Alors après, je détaillerai sur les prochaines slides, on fera un zoom du coup sur le fonctionnement un petit peu plus détaillé de ces pointeurs et de l'accès aux images partagées. Au niveau de la Dreambox, finalement, c'est une passerelle, comme je vous le disais. Elle va avoir deux fonctions, cette Dreambox. Elle va avoir une fonction, du coup, production source, avec un arbitrage qui a été pris et qui est fort, qui a été pris au début du projet, qui est, du coup, de partager l'image à partir de la validation d'un compte-rendu d'imagerie. Puisque cette Dreambox, elle va recevoir le compte-rendu d'imagerie qui est envoyé vraisemblablement à partir du RIS, du radiologue. Donc, le RIS, c'est le logiciel métier du radiologue. Elle est envoyée, du coup, ce compte-rendu est envoyé sur cette Dreambox. Cette Dreambox, elle va lire le compte-rendu. Alors, ce compte-rendu, il sera bien sûr normé sur des spécifications techniques qui ont été rédigées. Et notre Dreambox, elle va lire ce compte-rendu et à l'aide des informations qui sont présentes dans le compte-rendu, elle va aller requêter le PACS et construire ce manifeste COS, ce document COS, qui est un objet finalement qui sera aussi du coup partagé et poussé sur le DMP. À l'intérieur de ce document COS, finalement, le COS, c'est un binaire de quelques kilooctets. On va retrouver un certain nombre d'informations. On va retrouver bien sûr l'identité du patient, aussi l'identité de l'examen et une URL qui permettra ensuite au consommateur, grâce à cette information du COS et l'URL qu'il contient, d'aller pointer sur la Dreambox qui a produit ce COS et ensuite télécharger les examens d'imagerie. La Dreambox Source, elle va exposer également un viewer d'ICOM non diagnostique, avec une fonction non diagnostique minimum pour permettre l'affichage des examens à partir d'un lien présent sur le compte-rendu. Cette même Dreambox, elle a aussi une fonction consommation, puisque bien sûr les radiologues et puis même tout professionnel de santé habilité pourra se connecter du coup sur cette Dreambox Conso et aller chercher les pointeurs qui se trouvent au niveau du DMP, récupère les COS et à l'aide des COS du coup récupérer ensuite les examens sur lesquels sont référencés à l'intérieur du COS. Donc finalement, en termes d'architecture, donc les examens bien sûr restent au niveau du PACS. Et c'est après, nous, pouvoir public, on apporte derrière en fait l'infrastructure globale qui est notamment le DMP pour permettre du coup l'hébergement de l'ensemble de ces COS et qui sont produits par les Dreambox. Alors à savoir, un COS, finalement, c'est un examen d'imagerie. Donc on peut imaginer avoir du coup dans quelques temps, une fois qu'on aura un certain nombre de Dreambox qui seront déployés sur le territoire, plusieurs milliers de COS qui alimenteront du coup le DMP et on pourra du coup avoir pour un patient donné un ensemble de COS qui permettra à la Dreambox consommatrice d'aller récupérer toute l'antériorité des examens d'imagerie qui auront été réalisés par ce patient. La Dreambox, bien sûr, l'objectif, c'est bien sûr alimenter un carnet de santé numérique, mais c'est aussi permettre un certain nombre d'usages et dématérialiser finalement complètement aussi l'image. Du coup, enlever tout ce qui est film, tout ce qui est CD et dématérialiser complètement l'accès aux images et le normaliser également et permettre aussi, bien sûr, d'éviter la redondance dans la demande des examens d'imagerie. Alors, je vais rentrer un peu plus du coup dans les différents workflows et dans les cas d'usage. Sur cette prochaine slide, je vais vous montrer principalement ici la partie consommation. C'est la partie qui va nous intéresser le plus aujourd'hui.
Alors, on a deux cas d'usage finalement qui sont identifiés sur cette Dreambox pour le consommateur. On a identifié un cas d'usage pour les professionnels de santé exploitant de l'imagerie, des radiologues, des médecins nucléaires, mais plus largement des professionnels de santé qui sont habilités à aller consulter le DMP et aller télécharger les fameux pointeurs. Donc, comment ça va se passer? Le professionnel de santé va se connecter sur son LPS tout d'abord, qui va se connecter, il va qualifier le patient qu'il a en face de lui, et ensuite il va pouvoir rebondir sur la Dreambox consommatrice, donc sur une interface homme-machine au niveau de la Dreambox consommatrice. Et cette Dreambox consommatrice, il va lui passer un appel contextuel, il va lui passer un contexte patient avec un certain nombre de contraintes. Cet appel contextuel, il a été spécifié dans les documents techniques dans le référentiel Dreambox, donc il est normalisé. Donc on va retrouver dans cet appel notamment les informations du patient, sa non-opposition à l'accès au DMP. Puis la Dreambox, du coup, elle va aller consulter le DMP. La Dreambox, elle a une fonction de consultation du DMP, une homologation qui a été faite entre l'éditeur et l'organisme CNDA. Elle va récupérer, du coup, depuis le DMP, les fameux pointeurs, les fameux KOS, pour un patient donné. Donc, comme je vous le disais, les KOS, c'est un examen d'imagerie. Donc, il peut imaginer que pour un patient, le professionnel de santé récupère un à plusieurs KOS. Une fois que les KOS sont récupérés, on a accès uniquement aux métadonnées. Ensuite, il va falloir aller chercher les images. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran au niveau des flèches. On récupère du DMP les KOS et ensuite, on va aller sur le réseau Dream. Le réseau Dream, finalement, le nuage rouge que vous voyez, c'est toutes les Dreambox qui sont déployées sur le territoire. Donc, grâce au pointeur qui est présent sur le KOS, on va aller chercher l'image là où elle se trouve et la télécharger en local sur la Dreambox consommatrice. Une fonction qui était importante aussi, qui avait été demandée par les radiologues, qui sont encore une fois à l'origine de ce projet et qui sont sponsors de ce projet, c'était aussi de permettre à notre professionnel de santé d'exporter l'image et que l'image elle soit visualisée soit sur une visionneuse qui est embarquée sur la Dreambox consommatrice, mais une visionneuse qui peut être assez basique, mais surtout utiliser les outils à disposition du radiologue, notamment les stations de travail, les visionneuses diagnostiques et puis tous les outils autour du traitement de l'imagerie, de l'IA, tout ce qui est post-traitement ou des outils de comparaison d'images. Donc, notre Dreambox Console va intégrer ce qu'on appelle un nœud DICOM qui permettra du coup de plugger sur cette Dreambox Console un PACS consommateur ou une workstation ou tout autre outil utilisé par le radiologue à partir du moment où il a ce qu'on appelle une conformance DICOM. C'est une norme d'interopérabilité qui est beaucoup utilisée dans l'imagerie, toutes les modalités. Les PACS, les workstations utilisent du coup ce standard DICOM et ce qui permettra du coup de récupérer les images téléchargées sur un format diagnostique pour ensuite faire du traitement sur les images récupérées depuis le réseau Dream. Donc ça, c'était le cas d'usage de gauche. Cas d'usage de droite, on est sur un autre cas d'usage, toujours côté consommateur, avec du coup ici des professionnels de santé plutôt demandeurs, mais encore une fois, tout professionnel de santé, et puis aussi les patients. On part du principe qu'ils vont déjà accéder au compte-rendu d'imagerie. Donc ça, c'est la première étape. Ce qu'on a mis dans les exigences Dreambox, c'est on va demander ça au logiciel RIS, qui seront du coup référencés aussi en vague 2 du Ségur, c'est l'intégration d'une URL. Et grâce à cette URL présente dans le compte-rendu, notre professionnel de santé ou notre patient pourra aller directement sur le réseau Dream et afficher l'examen d'imagerie. Alors, vous avez vu la différence avec le cas d'usage de gauche, c'est qu'ici, pour accéder à l'image, il n'y a pas besoin de Dreambox consommatrice. Le cas d'usage de droit est un peu plus limité, puisque là, l'idée, c'est d'afficher uniquement l'examen qui correspond au compte-rendu. Donc, grâce à une URL, on permet du coup aux professionnels de santé ou aux patients d'ouvrir la visionneuse qui est située directement sur la source et d'afficher l'examen d'imagerie. C'est ce qui existe plus ou moins, mais c'est pas forcément normalisé et standardisé. Ça respecte pas les derniers référentiels de la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé. C'est tout ce qui est plateforme
plateforme patient, portail de diffusion patient. Donc petit à petit, hein, c'est ce qu'on souhaite en tout cas pousser avec ce cas d'usage, c'est l'arrivée du coup des accès aux examens d'imagerie à partir d'un lien qui est positionné sur le compte rendu. La contrainte aussi sur la partie de droite, c'est qu'on n'arrive pas à accéder à l'antériorité des examens, encore une fois, on est limité sur l'examen qui correspond au compte rendu. Avec la partie authentification, vous l'avez vu, on utilise deux modes d'authentification sur ce réseau Dream. On utilise ProSanté Connect, qui est un service qui est proposé par l'ANS et qui est porté par la feuille de route et la doctrine du numérique en santé. Et également pour les patients, on va demander le déploiement de France Connect Plus, qui est un mode d'authentification, un service qui est proposé par la DINUM et qui va s'ouvrir du coup à un ensemble de fournisseurs d'identité. Aujourd'hui, c'était assez limité puisqu'il n'y avait que la Poste en fournisseur d'identité, mais ça va s'ouvrir petit à petit et qui correspond à un niveau IDAS, donc du coup qui respecte hein, les dernières contraintes en termes de sécurité, les derniers règlements de sécurité. Donc, du coup, j'avance dans ma présentation. Ce que je voulais vous présenter juste après, c'était un workflow un peu plus détaillé hein, entre l'alimentation et la consultation. J'avais mis des petits schémas. Ok, c'est celui-là. Donc là, notre radiologue, hein, finalement, dans ce schéma, tout d'abord, il va réaliser l'examen d'imagerie sur le patient. Il va y avoir la procédure d'acquisition. L'examen d'imagerie, il est bien sûr stocké hein, au niveau du PACS, hein, du site producteur. Le radiologue il va rédiger ensuite un compte rendu. Aujourd'hui, le compte rendu, depuis le logiciel RIS, il part sur le DMP. Ça, c'est des choses hein, qui sont déjà en place. Nous, on arrive avec la Dreambox, on ajoute une nouvelle brique du coup qui va être de dire et un nouveau flux d'interopérabilité qui va être demandé au niveau des RIS, qui va être du coup de pousser en même temps le compte rendu, le pousser sur le DMP, mais aussi de le pousser sur la Dreambox source. Donc que notre Dreambox source, elle puisse construire ce fameux pointeur KOS, qui va être ensuite lui-même poussé sur le DMP. Et ensuite, côté Dreambox consommatrice, pour la fonction, donc cette fois consommatrice, on peut imaginer que notre patient, il se balade et il aille voir du coup un autre cabinet d'imagerie qui aura besoin d'accéder à l'examen qui aura été réalisé par le site producteur. Là, le professionnel de santé, dans l'exemple que vous voyez, il passerait du coup par son DPI. Donc, le professionnel de santé va s'authentifier et s'identifier sur le DPI. Ensuite, il va passer un appel contextuel et ouvrir sa Dreambox consommatrice. Et grâce aux informations, notamment de l'INS, qui est qualifié, grâce au recueil hein, de la non-opposition du patient, ensuite, à partir de la Dreambox Conso, il peut aller télécharger le fameux pointeur hein, du DMP, ouvrir ce fameux KOS et ensuite télécharger l'examen d'imagerie sur sa Dreambox Conso et même exporter l'examen sur sa workstation ou sur la visionneuse de son PACS. Donc là, ce que vous voyez aujourd'hui, hein, c'est une vision assez macro hein, du cas d'usage, mais ça vous permet en tout cas de comprendre un peu le périmètre global en tout cas qu'on souhaite adresser avec ce projet Dreambox. Ok. Là, ce que j'avais prévu, c'est de faire une petite pause pour éventuellement répondre aux questions. Oui, ok Mathieu. Alors du coup, on en a une, donc de Madame Salvagnac. Donc bonjour côté prescripteur, particulièrement chirurgien, la Dreambox permettra-t-elle la récupération d'images pour post-traitement et ou simulation? Donc exemple prothèse, dispositif implantable. Alors, la partie alimentation déjà des images, hein, elle va être effectivement, il y a un périmètre aujourd'hui qui est défini et qui va être publié via les documents, les documents réglementaires hein, du Ségur. Aujourd'hui, c'est la radiologie et la médecine nucléaire hein, qui va être le premier domaine ouvert du coup sur ce projet Dreambox. Et ensuite sur la partie consultation. Bien sûr, en fait, si effectivement il y a des radios hein, qui sont liées à différentes régions, à la région anatomique, ces radios seront bien sûr partagées. Et après, il est tout à fait possible hein, au prescripteur, à partir du moment où ce prescripteur il rentre dans le répertoire sectoriel,
de l'ANS, c'est-à-dire qu'il a notamment un RPPS. Il peut être du coup identifié et authentifié par le DMP. Et ensuite, à partir du moment où l'image est partagée, puisque l'image aura été partagée grâce au compte-rendu, il faut bien sûr qu'à chaque fois qu'il y a un compte-rendu, c'est bien sûr le compte-rendu réalisé par le radiologue qui va déclencher ce partage, et ben, le consommateur du coup pourra aller récupérer les examens d'imagerie. Alors, on a une deuxième Oui, question autour de l'authentification des PS, avec notamment l'articulation entre PSC et R simplifié. Donc, je lis la question. Comment va fonctionner l'authentification pour les utilisateurs? R pour consultation des documents dans le DMP versus PSC pour l'accès à la Dreambox. tout à fait. Aujourd'hui, la Dreambox, ce que je peux éventuellement, en effet, préciser, parce que c'est vrai qu'on a des questions là-dessus. Aujourd'hui, le projet Dream, donc le projet Dream, c'est le maillage qui va regrouper toutes les Dreambox. C'est un réseau finalement d'opérateurs privés, toutes ces Dreambox, puisqu'elles vont être déployées aussi bien auprès d'établissements de santé publics-privés, de privés. Donc, on va avoir tout type de professionnels de santé qui vont pouvoir alimenter leur Dreambox, qui vont pouvoir alimenter, partager leurs images dans ce maillage Dream, et également tout type de structure qui va pouvoir du coup consommer les images. Donc, il y a eu un enjeu, il y a un enjeu fort, il y a un arbitrage qui a été amené sur l'utilisation de ProSanté Connect, et un enjeu fort aussi sur la sécurisation de l'ensemble de ces flux. Alors effectivement, côté hôpital, il y a le mode R aujourd'hui qui est poussé, sachant qu'effectivement, il y a beaucoup de travaux encore qui sont menés autour de ProSanté Connect, et même à moyen terme, il y a des travaux autour de ProSanté Connect pour permettre de généraliser aussi ProSanté Connect, donc aussi bien dans le milieu libéral, mais également dans les établissements de santé, avec l'arrivée du coup d'un certain nombre de services. L'idée de la Dreambox était d'utiliser du coup ProSanté Connect, qui permet du coup de garantir aussi, chose qui était importante pour le maillage Dream, parce qu'on a passé un certain nombre on avait un certain nombre de contraintes de sécurité. Il y a eu énormément de discussions sur les aspects de sécurité. Il y a eu des analyses de risque qui ont été faites sur le maillage Dream pour permettre de garantir le partage des images et que ça soit fait tout en sécurité. Je vous montrerai tout à l'heure une slide sur la sécurisation du partage. Et effectivement, c'est ProSanté Connect qui a été retenu, puisque, encore une fois, il est porté par la feuille de route. Et également, il permet de garantir la sécurité, et notamment, une chose importante, il permet aussi de garantir la non-répudiation du professionnel de santé qui accède à l'image, et sa traçabilité côté Dreambox Source, parce que vous imaginez bien évidemment que côté source, l'établissement qui va partager l'image, il a besoin de connaître non seulement l'établissement, mais aussi le professionnel de santé personne physique qui va demander le téléchargement de l'image. Et ProSanté Connect apporte toutes ces garanties. En lien avec ProSanté Connect, il y a plusieurs programmes qui sont en cours d'instruction côté ANS. Je peux citer notamment le programme CARE. Il y a eu une phase aussi également de pilote récemment qui a été menée, c'est HospiConnect, qui consiste à tester un certain nombre à partir de règles, un certain nombre d'implémentations autour des deux facteurs, autour de l'implémentation de Web SSO, et également l'intégration d'IDP tiers via une solution IAM. Alors, je rentre un petit peu plus dans la technique, mais ce que vous devez retenir, c'est qu'aujourd'hui, on propose ProSanté Connect, mais il y a un certain nombre de travaux pour étendre ProSanté Connect, et en phase de généralisation, pourquoi pas étendre aussi et autoriser ProSanté Connect à fusionner avec des fournisseurs d'identité locaux qui sont notamment utilisés dans les établissements de santé. Je vais continuer dans ma présentation pour éviter de prendre trop de retard. Oui, les autres questions, on verra un peu plus tard. Voilà, ok. Vas-y. Je vais faire juste un petit zoom là sur la partie appel contextuel. Effectivement, vous l'avez compris, il va y avoir un lien fort, une dépendance forte entre le DPI et la Dreambox consommatrice. C'est une des exigences qu'on a rédigées et qui sont présentes dans le référentiel d'exigence du TPI, c'est le fameux appel contextuel. On prépare là les DPI à accueillir la Dreambox. Et effectivement, il y aura un appel contextuel qui devra du coup être implémenté côté DPI avec un bouton dans le dossier patient du DPI pour appeler du coup la Dreambox Conso. Donc ça va être demandé aux éditeurs, et c'est normalisé par les spécifications, par les référentiels.
je vous montre à l'écran, bon, ça c'est à titre d'information, hein, c'est l'exigence qu'on a partagée déjà aux éditeurs. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que toutes les exigences, bien sûr, elles sont rentrées dans un processus elles ont été concertées déjà par l'ensemble des éditeurs et elles ont été aujourd'hui formalisées et validées par l'ensemble des parties prenantes. Aujourd'hui, voilà, ça donne ce que l'exigence est présente là au niveau de l'écran et c'est ce que devront du coup faire les éditeurs. Pour faire cette exigence, ils vont se baser sur un ensemble d'outils que met à disposition l'ANS. On parle d'outils permettant de tester la conformité des appels contextuels, puisque tous les appels contextuels, il faut qu'ils soient conformes et qu'ils soient qu'ils aient passé un certain nombre de tests de conformité pour qu'ils soient tous identiques, pour qu'ils puissent accueillir finalement l'établissement de santé puisse accueillir ensuite n'importe quel Dreambox de n'importe quel éditeur. Aujourd'hui, on a à peu près 13-14 éditeurs à peu près de Dreambox qui potentiellement vont proposer des Dreambox. Il faut que peu importe l'éditeur de DPI, il faut qu'il puisse faut qu'il y ait une équité dans l'accueil de la Dreambox et que les appels contextuels soient bien faits à l'état de l'art. C'est pour ça qu'on propose du coup un ensemble d'outils, notamment des simulateurs, pour permettre de tester du coup ces appels contextuels. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique peut-être des appels contextuels. Ce que vous pouvez retenir, c'est un appel contextuel de type POST qui permet d'appeler la Dreambox type POST. Pourquoi? Parce que ça permet on permet également du coup de cacher les informations type INS dans la barre d'adresse du navigateur pour éviter que celle-ci soit en vue directement par la personne et par le DPI qui appelle la Dreambox. Ça, c'est des informations qui sont masquées. Alors, je regardais si je n'avais pas noté une pause à ce niveau-là. Non, je pense que on le fera après l'espace de confiance, Mathieu. Oui. Alors, j'enchaîne du coup sur l'espace de confiance. Donc, vous l'avez compris, on va avoir à terme plusieurs dizaines de Dreambox déployés sur le territoire qui vont échanger avec le DMP, qui vont soit alimenter et consulter même le DMP, mais qui vont également échanger des images entre elles. On a besoin du coup de sécuriser ce partage d'images entre Dreambox source et Dreambox conso. Mais encore une fois, c'est la même Dreambox, mais avec du coup deux rôles, un rôle source et un rôle conso. Donc, on a décidé de faire ce qu'on appelle un espace de confiance. Cet espace de confiance, il va contenir plusieurs choses. Tout d'abord, un registre national d'identification des Dreambox. Ça, c'est un premier niveau de sécurité. Entre Dreambox, elles vont devoir se faire confiance, ces Dreambox, et elles vont devoir s'appuyer sur un registre national d'URL. Il va y avoir une URL qui a été déposée aujourd'hui par l'ANS, qui est l'URL mesimagesmedicales.fr. Ça sera le futur nom du service. Aujourd'hui, Dreambox, ça parle à un écosystème assez restreint. Ça va parler aux professionnels de santé, aux radiologues, mais ça ne parle pas au grand public. Donc, le futur nom de service, c'est mesimagesmedicales.fr. Donc, il va y avoir bien sûr un registre national qui l'ANS va être du coup régulateur de cet espace de confiance, va devoir enregistrer l'ensemble des Dreambox qui seront déployés et les Dreambox, à l'aide d'une liste blanche qui sera rendue publique, pourront se faire confiance entre elles. Et l'ANS sera en charge du coup de réguler cet espace de confiance. On peut imaginer qu'il y ait une Dreambox du coup qui ne soit plus à un moment donné opérationnelle, débranchée ou qui fait l'objet d'une cyberattaque, et elle pourra du coup être décommissionnée de l'espace de confiance facilement grâce à cette liste blanche. Les URL uniques, bien sûr, pour faire du partage derrière avec des URL, il faut qu'elles soient bien sûr uniques et pérennes et de confiance. Donc, c'est pour ça aussi qu'elles seront du coup portées par l'ANS et distribuées par l'ANS aux Dreambox déployés. La dernière chose qu'on va mettre en place également dans cet espace de confiance, c'est la météo des services. C'est un nouvel outil qui va permettre de récolter un statut de chaque Dreambox et partager du coup à l'écosystème. Donc, ça sera sur une page, mais ce sera complètement public. Et le statut opérationnel de l'ensemble des Dreambox qui sont déployés sur le terrain. Donc ça, c'est aussi très novateur. C'est un nouveau service qui va être déployé et les éditeurs de Dreambox du coup devront implémenter cette fonctionnalité. Ça va être demandé du coup lors du référencement. Donc finalement, l'espace de confiance, il va permettre plusieurs choses. De sécuriser les échanges d'images entre Dreambox,
d'identifier les Dreambox et les opérateurs, et puis de garantir aussi un niveau opérationnel minimum. Vous l'avez compris, il y a aussi un enjeu énorme sur l'affichage des images et sur la performance que devront offrir ces Dreambox pour le consommateur lorsqu'il va du coup afficher, lorsqu'il va télécharger un examen d'imagerie. Donc il y a ici des objectifs très contraints que les éditeurs tout d'abord doivent respecter en banc d'essai lors du référencement, et puis il y aura aussi des objectifs contraints pour la phase exploitation. Et cet espace de confiance, il pourra du coup tester cette partie opérationnelle, et l'ANS pourra ensuite réguler du coup cet espace de confiance et regarder si l'ensemble de ces garanties opérationnelles sont bien respectées sur l'ensemble du maillage. La confidentialité, bien sûr, et puis la conformité des Dreambox à l'état de l'art, bien sûr, sur les référentiels qui auront été rédigés. Donc, j'insiste encore une fois sur vraiment la sécurisation des flux entre les Dreambox. Ça, c'est un élément central. Donc, vous l'avez vu, le mode d'authentification aujourd'hui, c'est ProSanté Connect, puisque ProSanté Connect va être utilisé dans ce maillage Dreambox de bout en bout, à partir de l'authentification côté Dreambox Conso ProSanté Connect. Ensuite, derrière, il va y avoir bien sûr un passage du jeton ProSanté Connect à la Dreambox Source. Donc, la Dreambox Source récupérera un jeton ProSanté Connect et devra vérifier la Dreambox Source que le professionnel de santé qui demande l'examen d'imagerie qui est hébergé sur le PACS de la Dreambox Source soit bien un vrai professionnel de santé, qu'il n'y ait pas eu d'usurpation d'identité. Et ProSanté Connect permet du coup de garantir ça sur un futur niveau substantiel qui est demandé notamment dans la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé et dans les référentiels d'identification électronique. ProSanté Connect, finalement, c'est la couche au-dessus qui permet d'identifier et d'authentifier la personne physique. On a mis aussi des certificats, bien sûr, parce que les échanges entre Dreambox vont se faire vont être chiffrés, bien évidemment. Donc, on demande aussi l'implémentation de certificats. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais l'ANS possède une infrastructure de clés publiques, donc est habilitée pour distribuer des certificats. C'est notamment les certificats qui sont utilisés pour accéder au DMP, qui proviennent de l'ANS. Donc, on a mis là aussi à contribution l'IGC Santé pour distribuer du coup les certificats qui sécuriseront ce maillage Dream. Et enfin, la partie liste blanche, bien sûr, puisqu'en chaque transaction, les Dreambox devront se faire confiance et s'appuieront sur une liste blanche qui sera exposée par l'ANS. À l'intérieur de cette liste blanche, on retrouvera du coup l'ensemble des Dreambox déployés sur le terrain, avec du coup l'administration de cette liste blanche, qui correspond finalement à l'administration de l'espace de confiance, qui sera réalisée par l'ANS. Si j'avance un petit peu, alors ça, c'est une slide un petit peu en avance de phase. Aujourd'hui, il y a encore des travaux qui sont menés. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a une concertation qui a été lancée récemment sur les futurs dispositifs ProSanté Connect, les futurs référentiels ProSanté Connect liés aux API ProSanté Connect, qui vont permettre du coup de proposer des API au niveau de l'écosystème, sur le territoire, du coup, ces API ProSanté Connect vont introduire des nouveaux services de partage. Le Dreambox est un des services, est un des premiers services qui sera utilisé du coup et qui utilisera les futures API ProSanté Connect. On a le DMP également qui va utiliser ProSanté Connect et qui va être ouvert. Et puis il y a aussi tous les autres téléservices de la CNAM qui vont utiliser petit à petit ces API ProSanté Connect. Et puis c'est également le début, puisque vraisemblablement plus ou moins à moyen terme, on aura aussi d'autres services qui vont petit à petit s'ouvrir au mode d'authentification ProSanté Connect. Et ProSanté Connect du coup va proposer un espace de confiance pour permettre de mailler l'ensemble des systèmes autour de ProSanté Connect. Et nous aussi, on a notre espace de confiance, vous l'avez compris, Dreambox, avec du coup les contraintes opérationnelles que je vous ai mentionnées, les contraintes notamment de performance, qui seront du coup à l'intérieur de cet espace de confiance ProSanté Connect. Donc espace de confiance DreamM, ce qu'il faut retenir, c'est la sécurisation dans un espace fermé de l'échange des images entre Dreambox Source et Dreambox Conso, tout ça bien sûr sécurisé par le service ProSanté Connect.
Très bien. Alors peut-être avant de passer ouais. aux prérequis, je te lis quelques-unes des questions. Donc la Dreambox Source est-elle connectée au RIS ou au PAX? Alors, la Dreambox Source, elle est connectée aux deux. Je ne sais pas si j'ai peut-être passé un schéma assez rapidement. La Dreambox Source, c'est son fonctionnement de la Dreambox Source. Elle se positionne finalement dans le système d'information de radiologie, entre bien sûr le RIS, puisque cette Dreambox, tout d'abord, il faut qu'elle soit synchronisée avec la base patient, bien sûr, du RIS. Et elle va être alimentée avec les comptes rendus qui sont produits par le RIS. Donc, il y a bien sûr un flux d'interopérabilité. Le RIS, le radiologue valide ce compte rendu au niveau du RIS. Ce compte rendu, aujourd'hui, il part sur le DMP. C'est des choses qu'on avait instruites lors de la vague 1 du Ségur. Et ce qu'on a demandé en négligence au niveau du RIS, à partir du moment où le compte rendu est soumis au DMP, que ce même compte rendu il soit également poussé à la Dreambox Source. Et la Dreambox Source, grâce aux informations qui sont présentes, les métadonnées qui sont présentes sur ce compte rendu, va récupérer un certain nombre d'informations et pourra ensuite aller chercher l'examen d'imagerie qui est stocké au niveau du PACS et construire du coup ce fameux pointeur. Donc elle s'intègre complètement sur un profil d'interopérabilité qu'on appelle le schedule workflow, et elle s'intègre complètement du coup dans le système d'information d'imagerie et être finalement au cœur du workflow sur lequel travaille du coup l'ensemble des intervenants sur le plateau d'imagerie. Voilà. Je ne sais pas si j'espère que ça Très répond du coup bien. à votre question. Voilà. Alors ensuite, on a une question sur un terme que tu as utilisé pour lequel les participants souhaiteraient une précision. Donc la notion de récupérer, veut-elle dire télécharger pour une conservation, un stockage et un usage local? Donc récupération d'images. Alors, sur la récupération d'images, encore une fois, il y a deux cas d'usage. Vous l'avez vu ici, hop, les deux cas d'usage. Le cas d'usage de droite, si je pars sur le cas d'usage de droite, bien sûr, c'est l'affichage de l'image à partir d'un lien qui est positionné sur le compte rendu. Donc, on part directement sur la Dreambox Source. Finalement, c'est un peu comme un portail de diffusion. On arrive sur un site internet, on ouvre l'image à l'aide d'une visionneuse d'images, et à partir de cette visionneuse, il y a un ensemble de fonctionnalités. Le professionnel de santé peut juste visualiser l'image et fermer ensuite sa fenêtre. Et il peut aussi télécharger l'image, mais le téléchargement se fera notamment par un export, c'est-à-dire un téléchargement d'un répertoire qui va contenir l'examen, téléchargement sur son poste. C'est un cas d'usage qui est quand même assez limité. Et on a le cas d'usage de gauche qui intéresse vraiment là, les spécialistes en imagerie qui, eux, ont besoin vraiment de télécharger les images. Donc, le cas d'usage de gauche, le but, c'est d'aller du coup télécharger dans un flux entre les Dreambox. C'est ce que j'ai montré, c'est ce qui est intégré là dans l'espace de confiance. C'est télécharger les examens d'imagerie en local de la Dreambox Conso pour ensuite permettre de façon automatisée d'exporter ces examens d'imagerie, une fois qu'ils sont téléchargés sur la Dreambox Conso, de les exporter sur une workstation ou un PACS de façon automatique, grâce au nœud d'ICOM qui est positionné sur la Dreambox Conso, un peu finalement aujourd'hui, comme vous importez finalement un CD d'un patient qui vient de l'extérieur. Là, c'est un peu le même principe, sauf qu'on va vraiment se baser sur des nouvelles choses, sur des nouvelles évolutions. On va se baser notamment sur l'INS, puisque tous ces workflows sont basés sur de l'INS, donc avec une sécurité, une sécurisation du flux et de l'identité du patient, et du coup une transmission de l'examen d'imagerie et un export sur le PACS directement du coup dans le système d'information de l'établissement. Ensuite, on a encore deux questions. Donc, Oui. comment les centres d'imagerie peuvent garantir la bande passante pour les consultations sur leur système? Ça, c'est voilà. Et l'autre, la dernière question, quelle est la durée de vie des images dans la Dreambox? Donc, je te laisse y répondre dans le sens que tu souhaites. Ok. Alors, la durée de vie des images aujourd'hui, on l'a pas fixée en fait volontairement. Ce qu'on voulait pas, si on fixait quelque chose, c'était demander des évolutions au niveau des PACS qui stockent les images. Aujourd'hui, c'est assez libre. Il y a une certaine réglementation qui est demandée dans le stockage des images, mais pas forcément du coup dans le partage de ces images. On n'a pas restreint ça.
ça viendra peut-être dans un second temps. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est tout d'abord, c'est initier ce réseau Dream, puisque là, on va partir finalement d'une coquille vide. On crée un nouveau maillage, donc il va falloir qu'il s'alimente petit à petit. Et sur la durée de vie des images, aujourd'hui, elle est pas contrainte, en tout cas, par le projet Dream. Nous, on fait uniquement des recommandations aujourd'hui. Ce qu'on a rédigé et ce qui sera partagé également, c'est un guide d'exploitation au Dreambox qui permettra du coup de vous accompagner dans le bon déploiement des Dreambox et accompagner les éditeurs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de notion d'obligation sur le partage au réseau Dream des examens d'imagerie qui sont produits. On fait uniquement des recommandations. Et après, l'autre question, je pense que je l'ai zappé. Pardon, l'autre question, c'était sur la bande passante. La bande passante, effectivement, elle va être très, très variable. Et ça rejoint un peu après sur l'architecte, ça rejoint un peu du coup les questions d'architecture. Les questions d'architecture et de bande passante, parce qu'effectivement, la bande passante, elle sera pas identique entre une Dreambox qui est positionnée en cloud ou sur un mode SaaS, qu'une Dreambox qui est déployée dans l'établissement on-premise. Effectivement, la bande passante ne sera pas sollicitée à l'identique. Aujourd'hui, c'est toute la question. Effectivement, déjà, il faut que les éditeurs se fassent référencer. Et après, en termes d'exploitation, ça va dépendre du nombre d'examens qui sont produits par l'établissement et du nombre d'examens qui sont aujourd'hui partagés avec la production des comptes rendus. Donc, nous, on a fait des calculs, on a fait des ratios de partage d'examen. Aujourd'hui, ça rentre en tout cas dans les débits qui sont proposés sur le marché. Mais on n'a pas d'exigence forte, en tout cas, sur les tuyaux, sur la partie réseau qui doit être mis en place. Simplement, par contre, on a des exigences qui sont demandées par les éditeurs sur les cibles, sur des cibles de temps dans la récupération des images à partir d'examens de test. Donc, ce qu'on a demandé aux éditeurs lors du déploiement des Dreambox, mais ça, c'est encore un peu en cours d'instruction, c'est qu'il y aura des cibles et des tests à réaliser sur le réseau de l'établissement, sur le PAX de l'établissement, pour qu'il puisse répondre à un certain nombre de contraintes de performance, donc aussi bien au système, mais aussi au niveau du réseau, pour permettre du coup derrière à la Dreambox d'offrir un partage et d'offrir des performances du coup qui soient acceptables par le maillage Dream et notamment par l'espace de confiance. En gros, c'est de l'ordre de quelques secondes dans l'affichage des examens et moins de 5 secondes dans l'affichage notamment de la première image pour notamment par exemple de l'imagerie en coupe. Voilà, c'est ces objectifs aujourd'hui qu'on se donne, en tout cas dans cette notion de performance. Très bien. Je te propose de poursuivre. Il y a d'autres questions, mais on verra si on peut les prendre à la fin. Alors, je vais reprendre. Là, je m'étais arrêté. Ce qui m'avait été demandé également dans la présentation du projet Dreambox pour ce webinaire, c'est essayer un peu de construire les prérequis qui doivent être respectés pour l'accueil du Dreambox et préparer notamment. Plutôt préparé en amont de l'accueil de la Dreambox. J'ai identifié du coup la cible. On va s'adresser plutôt ici à des DSI, des RSSI, des administrateurs de PAX, et puis bien sûr les futurs administrateurs de Dreambox. Ce qu'on voit au niveau du périmètre du PAX, tout d'abord, le PAX, pour accueillir la Dreambox, déjà, faudrait qu'il ait une conformité. On utilise le standard DICOM dans le partage d'images. C'est un standard qui date des années 80, qui aujourd'hui est énormément déployé sur le terrain, puisque aujourd'hui tous les systèmes d'imagerie fonctionnent sur la base sur ce standard, notamment les modalités. Mais il y a plusieurs niveaux de conformance. Le but de la Dreambox, c'est qu'elle puisse se connecter sur le PAX. Donc le PAX, il faut qu'il respecte une conformance minimale sur ce standard et qui propose un certain nombre de fonctionnalités. Nous, on travaille dans la construction du projet Dreambox, on travaille avec l'ensemble des éditeurs, des vendeurs qui sont présents sur le marché. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux en itération pour rédiger nos exigences. Donc,
a priori, hein, l'ensemble des PACS permet de répondre à cette conformité d'ICOM pour accueillir du coup cette Dreambox. Mais effectivement, c'est un point saillant à vérifier, qui sera à vérifier soit par l'éditeur Dreambox, soit par l'établissement avant d'accueillir sa Dreambox. Bien sûr, la gestion du cycle de vie, j'ai mis un exemple, hein, c'est bien sûr la gestion du cycle de vie de l'examen. Effectivement, si un examen n'est plus disponible sur le PACS, supprimé, ben, il faut que le PACS prévienne la Dreambox pour que la Dreambox elle dépublie le pointeur et qu'on ne se retrouve pas avec des liens morts. Donc là, encore une fois, il y a des transactions qui sont spécifiées, du coup au niveau Dreambox. Il faut que le PACS puisse répondre à ces transactions. Donc, il y aura effectivement des discussions à avoir entre l'éditeur de Dreambox et le vendeur de PACS pour bien valider que le PACS réponde aux différentes contraintes de la Dreambox. La vérification, bien sûr, de la synchronisation de la base patient, c'est des choses après qui peuvent paraître logiques, mais j'ai préféré les écrire. Je vous l'ai dit, hein, la Dreambox, elle s'intègre complètement dans le système d'information de radiologie. Donc, il faut qu'elle puisse être, elle va prendre connaissance du coup des traits d'identité. Elle n'aura pas de base patient puisque c'est une passerelle, hein, c'est un peu la même fonction un peu qu'une PFI, mais elle va être alimentée par le RIS, elle va requêter le PACS. Donc, ce qui veut dire, c'est que le RIS et le PACS, déjà, ils soient positionnés sur la même base patient. Il faut que les traits d'identité soient identiques entre le RIS et le PACS pour que le partage puisse fonctionner. La synchronisation des identifiants entre le RIS et le PACS, donc des identifiants d'imagerie, et notamment la worklist. Là, on parle de Study Instance UID, d'Accession Number, d'Order Placer Number, c'est tous les identifiants d'imagerie qui aujourd'hui sont paramétrés par vos vendeurs de PACS, par vos éditeurs de RIS. Là aussi, il y a bien sûr une synchronisation à prévoir à l'intérieur du schedule workflow. Là, encore une fois, normalement, c'est des choses qui sont déjà assez bien maîtrisées, mais ça fait partie en tout cas des éléments à vérifier avant d'accueillir la Dreambox. Et finalement, à la fin, c'est pour l'établissement, hein, pour le DSI, pour l'administrateur du PAC, c'est qu'il puisse connaître parfaitement finalement son workflow d'imagerie dans l'établissement pour bien anticiper en tout cas toutes ces étapes à l'accueil et au déploiement de la Dreambox. Donc, il faut qu'il ait une bonne vision, hein, de l'ensemble du workflow. Est-ce que ça va impacter, hein, en termes d'usage cette Dreambox, ce déploiement de Dreambox dans ce workflow. Ensuite, il y a aussi un enjeu important dans l'accueil de la Dreambox, c'est la partie réseau. La Dreambox Source et sa visionneuse, vous l'avez compris, elles vont devoir avoir accès à Internet, puisque la Dreambox Source, elle va être requêtée depuis Internet, donc avec des contraintes, hein, bien sûr, de sécurité liées aux établissements de santé. C'est une Dreambox, donc c'est un élément du coup qui va être inscrit, hein, dans le patrimoine, hein, de l'établissement, dans le SI, avec une surface du coup qui est exposée côté Internet. Donc, bien sûr, hein, la Dreambox, ça va devoir être mise en œuvre avec l'ensemble, hein, de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'établissement de santé. Elle peut être, par exemple, derrière la NDMZ et protégée notamment par un firewall avec un peu de reverse proxy pour permettre cette sécurisation. La Dreambox Source, hein, elle devra accéder bien sûr au PACS Source. Alors là, j'avais mis mode proxy, je vous le présenterai juste après. Je vous expliquerai un peu cette terminologie de mode proxy juste dans la slide d'après. Mais la Dreambox, elle aura du coup accès, bien sûr, au PACS Source. Donc là aussi, pareil, il y aura le PACS Source qui pourrait être sollicité. La Dreambox côté conso, donc encore une fois, c'est la même Dreambox, hein, mais avec la fonction consommatrice, et ben, elle devra être accessible pour accéder bien sûr au PACS local, puisqu'on l'a vu au niveau de la Dreambox conso, ce qui va être très intéressant et demandé, hein, je pense, par les professionnels de santé qui manipulent de l'imagerie, c'est pouvoir de récupérer et exporter les images récupérées à travers la Dreambox, les récupérer sur leur PACS. Donc là, il y aurait une sécurisation, hein, de flux entre la Dreambox conso et le PACS local. C'est le même type de flux, hein, finalement, qui sont réalisés entre le RIS notamment et le PACS, ou les modalités et le PACS. Là, tout est basé sur la norme d'ICOM, et ça, c'est des choses qui sont bien maîtrisées aujourd'hui par les éditeurs.
La Dreambox Conso, elle devra aussi avoir accès à Internet, puisqu'il faudra aller chercher les images à un moment donné. Donc pareil, on rentre aussi là sur des contraintes de sécurité liées aux établissements de santé pour lancer ces requêtes à la Dreambox source qui peut se trouver à l'autre bout du territoire. Donc voilà les deux principales catégories que je voyais. Une autre catégorie que je n'ai pas mentionnée, bien sûr, c'est la partie espace de confiance avec la commande des certificats. Je ne voulais pas trop m'avancer pour l'instant là-dessus, sinon on allait passer pas mal de temps. Mais il y aura un enjeu du coup de certificats pour le déploiement des Dreambox sur le terrain, avec des certificats pour sécuriser les flux et des certificats pour sécuriser toute la partie proxy. Alors, sur la partie, je voulais faire un petit point sur la partie architecture, puis après j'en terminerai là. Aujourd'hui, on a identifié 2 architectures de Dreambox. On a ce qu'on appelle la Dreambox Proxy et la Dreambox native. La Dreambox Proxy, vous l'avez vu, c'est une passerelle finalement qui peut se déployer dans un système d'information d'imagerie, dans un établissement, mais aussi qui peut se déployer en mode SaaS avec des éditeurs du coup qui vont packager leur Dreambox, qui peut du coup être dans une architecture type cloud et en service SaaS. Et du coup, cette Dreambox, aujourd'hui, dans les exigences qu'on a rédigées, on offre la possibilité aux éditeurs, on offre cette possibilité, c'est que cette Dreambox, elle puisse du coup communiquer avec 1 à N PAX et 1 à N RIS. Ce qui fait qu'un établissement n'est pas aujourd'hui obligé, chaque établissement n'est pas obligé d'avoir sa propre Dreambox. C'est tout l'intérêt aujourd'hui du projet. On a laissé justement cette configuration, cette architecture assez ouverte justement pour permettre la mutualisation de Dreambox et avoir des offres partagées par les éditeurs qui vont du coup permettre de proposer ce service et du coup d'agréger un certain nombre de packs à l'intérieur du même Dreambox. C'est ce qui fait déjà sur un certain nombre de régions aujourd'hui. Donc c'est étendre ça et ajouter du coup d'autres structures du coup clientes de cette Dreambox Proxy qui pourra du coup être déployée par un vendeur, par un éditeur. Et puis ensuite la deuxième architecture, c'est la Dreambox native. Dreambox native, aujourd'hui, dans les éditeurs avec qui on discute, il y a quelques éditeurs aussi qui souhaitent proposer cette architecture qui est un petit peu différente, mais au fond, c'est le même fonctionnement. La Dreambox native, finalement, c'est une fonction du PAX. Un PAX existant, c'est une fonction Dreambox. Donc la Dreambox est complètement intégrée au PAX et ne peut pas être décrochée du PAX. Donc voilà, c'est une autre architecture qu'il est possible de proposer. La Dreambox Proxy, l'intérêt, c'est qu'elle peut se plugger finalement sur tout PAX, n'importe quel PAX du marché. Même si c'est un PAX concurrent à l'éditeur de Dreambox, il y aura bien sûr possibilité de se plugger puisque il y a entre les deux des standards d'interopérabilité qui permettent la bonne communication des images. Tandis que la Dreambox native, il n'y a pas d'interopérabilité entre cette Dreambox et le PAX, mais il y a une interopérabilité qui reste de toute façon entre Dreambox. Ça, c'était normalement ma dernière slide. Alors, on a parlé des Dreambox Proxy natives, on a parlé des Dreambox ensuite qui peuvent être déployés en on-premise, en cloud. Ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est que si les Dreambox elles sont en cloud, elles doivent être sur un hébergement qui est certifié HDS, puisque la Dreambox va permettre de stocker deux types de données de santé, de caractère personnel. La Dreambox, elle va archiver les COS qu'elle partage, notamment pour permettre d'assurer des contrôles. Donc, notre Dreambox source, elle archive ses pointeurs pour permettre de réaliser des contrôles pour les Dreambox consommatrices qui auront besoin d'accéder aux images. Il y a des vérifications d'identifiants. Et on a un certain nombre d'éditeurs, et ça on ne l'a pas interdit, on a fortement par contre recommandé, un certain nombre d'éditeurs de Dreambox qui vont proposer également du cache
pour permettre de ne pas trop solliciter les packs qui sont déployés sur le terrain. Et là, il y a un enjeu qui est assez important sur la mise en cache de ces Dreambox pour permettre du coup d'améliorer encore les performances dans le partage des images. Imaginez du coup un cache, du coup, même si c'est un cache volatile, c'est quand même du stockage de données de santé. Et enfin, on a aussi décorrélé des Dreambox, le PAX, bien sûr, élément important, qui peut être lui-même soit installé on-premise ou en cloud. Voilà, le deuxième point, c'était la partie performance. Donc, bien sûr, il y a des tests de performance qui devront être menés en collaboration entre l'éditeur et l'établissement pour permettre d'accueillir la Dreambox le mieux possible et qu'on puisse respecter du coup les différentes contraintes de performance. Bien sûr, il y aura des tests pour voir si le PAX répond à l'ensemble des cibles de performance. On a plusieurs leviers, notamment la partie cache, qui est un levier si un PAX n'est pas très, très performant. J'avais mis quelques points d'attention. Effectivement, ça paraît logique. Si la Dreambox et le PAX sont sur le même réseau, donc les performances seront bien meilleures puisqu'il y aura une faible latence. En cas de mauvaise performance, on avait plusieurs solutions, puisque le PAX va être sollicité, bien sûr, notamment pour la partie consommation. Aujourd'hui, si vous avez une Dreambox en cloud, il est possible de mettre notamment des boîtiers pour faire du streaming sur les images déployées. C'est des choses qui sont maîtrisées notamment par des éditeurs qu'offrent déjà des plateformes de partage d'imagerie avec des boîtiers qui sont déployés dans les établissements qui permettent du coup de streamer les images et de les pousser au niveau des data centers, qui permet du coup d'assurer un relais dans les acquittements d'images, et de la mémoire cache, bien sûr, qui sera un élément important et qui permettra du coup de répondre à un certain nombre de contraintes de performance. Encore une fois, l'idée, c'est d'offrir le plus rapidement possible le partage des images aux professionnels de santé, derrière sa Dreambox consommatrice ou derrière son compte rendu pour lui offrir la meilleure expérience utilisateur et lui afficher l'affichage des images en quelques secondes. Voilà. J'ai terminé de mon côté. Si vous souhaitez, on Très peut bien. passer aux questions. Alors, on va peut-être laisser la parole à Jean-Marc sur la dernière slide. Et puis, s'il nous reste 2 minutes, on prendra 1 ou 2 questions. Avec plaisir et merci Mathieu pour la consistance de la présentation. Alors déjà, avant de parler du planning, pour ceux qui n'auraient pas révisé la feuille de route du numérique en santé avant de se connecter au webinaire, on est sur l'action 6.2 dont l'objectif est la généralisation du partage d'images en 2025. Voilà, et donc pour arriver à la généralisation du partage d'images en 2025, il faut maintenant qu'on sorte les dispositifs. Ce que vous a présenté Mathieu, ça a quand même pris 2 ans de travail. C'est prêt, je pense que vous l'avez senti dans la présentation en termes de métier, de technique, de conception. Et je remercie les éditeurs qui ont beaucoup contribué et c'est aussi un peu leur projet. Avant de sortir, il nous restait un peu de travail sur ProSanté Connect. Là, on arrive au bout. Et du coup, la date de prépublication provisionnelle, c'est octobre 2024. Ça, c'est la date qu'on affiche. Entre nous, le vrai objectif, c'est d'arriver le 4 octobre à l'ouverture des JFR avec la prépublication qui soit OK et du coup de pouvoir en discuter avec tout le monde et que les éditeurs puissent aussi avancer de façon très concrète. Et donc la publication viendra ensuite. Vous avez vu le déroulé pour le DPI. On sera à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. C'est des mécaniques administratives et donc ça arrivera un petit peu plus tard au mois d'octobre. En parallèle, on va mener des pilotes. C'est-à-dire qu'une fois que tout sera mis en place au niveau technique et au niveau des textes, l'idée, c'est maintenant d'aller sur le terrain. Alors, il y a eu le projet Tâton qui a donné quelques garanties sur le bon fonctionnement de box à box. Il y a également eu des démonstrations qui ont été faites à la FNMR. Donc là, plutôt sous un angle métier qui ont été assez convaincantes. Et la FNMR va publier un comparatif des solutions fin juillet. Voilà, donc n'hésitez pas à vous procurer cette étude qui met en lumière je dirais pas points forts et points faibles des solutions parce qu'elles ont toutes leurs caractéristiques, mais justement
on va dire, l'orientation de chaque box. Certaines sont plutôt tournées intégration RIS, d'autres sont plutôt tournées intégration PAX, d'autres plutôt téléradio. Donc voilà, en fonction des différents besoins, ça va permettre de faire des choix. Et donc, on va pouvoir aller sur les pilotes qui doivent normalement démarrer d'ici la fin de l'année. Et là-dessus, on basculera sur l'ouverture des guichets. Et donc, même mécanique pour le DPI, prise de commande, déploiement, et donc installation début 2025 pour rentrer dans une phase de généralisation en 2025. C'est l'objectif. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on ne s'y tienne pas vu la maturité et les avancées techniques. Voilà ce que je voulais vous partager sur la partie planning et donc en lien avec le DPI qui, lui, a déjà été publié. Et bravo à l'équipe hôpital d'avoir fini ce travail. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, je vais regarder un petit peu. Là, Mathieu est en train, il nous reste 2 minutes. Mathieu répond à certaines, donc j'allais prendre celles pour lesquelles il n'y a pas eu de réponse. Alors, j'avais vu une question concernant le patient. Donc, est-ce qu'un patient peut s'opposer au fait que ces images soient partagées dans le réseau DREAM? Alors, effectivement, hein, alors, le partage d'images dans le réseau DREAM, comme on a fait les choses, il faudra que le patient s'oppose à la diffusion de son compte rendu. À partir du moment, et ça, c'est des choses qu'on a demandé, hein, du coup, qui seront inscrites au niveau du compte rendu d'image, c'est de demander au patient est-ce qu'il est d'accord pour partager ces images, mais aussi, du coup, partager le compte rendu. Les deux iront ensemble. Pas possible de ne pas partager l'image sans partager le compte rendu et vice-versa. En fait, pour compléter, on est vraiment dans la mécanique générale du DMP, de mon espace santé. C'est aussi pour ça qu'on a fait ces choix-là, hein. C'est le partage d'images dans le cadre de mon espace santé et donc postérieurement à la publication du compte-rendu et donc avec la non-opposition du patient qui s'appuie aussi sur la matrice d'habilitation, etc., etc. On est dans le cadre général de mon espace santé et du DMP. Et du coup, pour compléter par rapport à la partie DPI, hein, on a effectivement développé des fonctionnalités qui permettent de tracer justement cette information et là, l'opposition ou la non-opposition, pas le motif, hein, juste l'acte d'opposition ou de non-opposition. Et du coup, en fonction de l'orientation prise par le patient, ça entraînera un blocage système si le patient s'oppose à l'alimentation et ou à la consultation. Une dernière question en lien avec la télémédecine. Alors, j'essaie de la retrouver parce que je trouvais que c'était plutôt intéressant. Donc, Du coup, celle-là, elle va être plutôt pour moi a priori. D'accord. Donc, sachant que la décision d'un centre de référence de neuroradio doit être rapide, la télexpertise AVC peut-elle être un cas d'usage des Dreambox sans passer par la plateforme de téléimagerie? Alors, en fait, il y a deux questions. Il y a une question, est-ce que ça peut passer par la Dreambox? Réponse non, puisqu'en fait, la Dreambox, elle va permettre de partager les résultats a posteriori. Et donc, si on est dans le cadre du Stroke Center, hein, c'est le cas qui vient d'être décrit, on est dans le processus de soins et donc on est en amont de la production du compte-rendu. Donc non, c'est pas la Dreambox. Et c'est là que je fais le lien avec ce que je vous ai présenté en tout début sur les programmes régionaux et notamment tous ces dispositifs de télé-AVC, mais pas que, hein, de télé-expertise, qui, eux, arrivent en amont du compte-rendu et donc qui sont vraiment dans l'organisation du soin, ce qui est l'essence même de ce qui est déployé en région. Et c'est là qu'on retrouve finalement la complémentarité que je vous donnais tout à l'heure. Voilà, donc c'est pas la Dreambox. Par contre, les services optionnels qui vont s'appuyer sur la Dreambox, et notamment toutes les mécaniques de sécurité et d'authentification type Pro Santé Connect, vont apporter un socle solide à ces usages. Très bien. Bah, écoutez, il est 17h30, donc on va clôturer le webinaire exactement à l'heure de clôture prévue. Donc, bravo aux animateurs voilà, pour la richesse des présentations et pour le respect du timing. On a essayé de répondre à la majorité des questions, donc voilà, mais il en reste quelques-unes. Donc, ce qu'on vous propose, hein, ce qu'on a l'habitude de faire d'ailleurs habituellement, c'est qu'on va reprendre l'ensemble des questions posées dans le chat et on les formalisera sur le support de présentation avec les réponses associées, ce qui vous permettra d'une part de récupérer post-webinaire le support, le replay et les questions posées en séance avec les réponses qui vont bien. Voilà.
J'en profite aussi pour vous dire, on ne l'a pas mis sur le support, mais on va le rajouter. Si voilà, vous souhaitez nous adresser des questions sur ce thème ou plus globalement sur la vague 2 hôpital, on vous invite à mobiliser un formulaire, donc je vous mettrai le lien URL sur le support de présentation, ou à vous orienter vers vos régions respectives pour qu'elles puissent ensuite nous consulter. Voilà, bah, écoutez, un grand merci à vous tous. Et puis, on vous dit à très bientôt pour le prochain webinaire thématique autour du DMP, le 4 juillet. Merci, au revoir. Merci à tous. Bonne fin de journée.